dans un instant, nous allons parler du Collège ouest-africain des chirurgiens. Bien évidemment, on en parlait tantôt, cette organisation qui a été créée depuis 1959. La Guinée y a adhéré en 1994, malgré l'adhésion tardive de notre pays. Elle occupe aujourd'hui la 3e place par le nombre d'adhérents. Après le Nigeria qui abrite le siège, et le Ghana, le professeur Fatoumata Binta Bambadjon Diallo a donc été plébiscité à la tête de cette société savante par 315 voix pour 121 contre. Il est donc à noter que c'est la première fois que la présidente de cette organisation soit occupée, la présidence, soit occupée par un Guinéen, de surcroît une pionnière en la personne donc de Fatoumata, professeur Fatoumata Binta Bambadjon Diallo. Elle sera notre invitée dans un instant. Par téléphone, bien évidemment, nous allons essayer de la joindre pour parler de cet exploit. Alors, on en parlait à l'entame, Daouda Mohamed Kamara, c'est une fierté. Cette dame, on l'a reçue ici à un moment donné pour parler de cette cabale qui était montée à un moment donné en 2010 par rapport à cette eau empoisonnée. Elle est venue s'expliquer parce qu'à l'époque, elle occupait un poste du côté du CHE. Oui, et justement, c'est quand j'ai parcouru que j'ai bien compris qu'il s'agissait bien d'elle. Oui. Et une femme de vertu, il faut le dire, une femme travailleuse. Et qu'on est en train de retrouver davantage sur le toit à l'international. Et vous savez, c'est une structure, comme on l'a rappelé, qui n'est pas née aujourd'hui, mais depuis 1959, je crois bien, la structure existe. La Guinée y a adhéré en 1994. Mais aujourd'hui, la Guinée qui prend la tête de cette structure et à travers qui une dame. Comme pour dire que on peut bien en être fier. Être fier aujourd'hui que cette structure soit portée par la Guinée. Parce que vous savez, la Guinée a plusieurs fois été à l'initiative des structures à l'international ou dans la sous-région. Mais difficilement, parfois, on pense que à l'interne, on n'aime pas que nos éléments occupent certaines positions. On a vu du côté de Sheraton ici où Cabinet Komara et les Guinéens ont voté contre Cabinet Komara contre sa reconduction à la tête de l'OMVS. Le vote s'est passé à Conakry et les Guinéens ont voté contre lui. Donc, voir aujourd'hui qu'il y a une compatriote ou un compatriote qui tiennent les rênes d'une structure à cette dimension, je crois que c'est une fierté. C'est ce qu'on souhaite quand même. C'est ce que d'autres pays font. C'est la promotion effectivement des compétences locales. Les autres le font ailleurs, le Sénégal, dans les pays du centre de l'Afrique, le Congo, le Rwanda, le Burundi. C'est comme ça, ils le font. Ils font la promotion des compétences internes. Et cela permet de se positionner. Allez aujourd'hui dans les institutions qui sont dans notre pays, vous avez les Burundais, vous avez les Congolais, vous avez les Ivoiriens, vous avez les Sénégalais, mais cherchez en dehors de la Guinée, dans les mêmes institutions, les Guinéens se comptent du bout des doigts. Il y en a qui se remarquent. Il y en a qui se remarquent, mais je dis que ce sont des cadres guinéens qui se comptent du bout des doigts. Parce que on ne fait pas la promotion à l'interne. Moi, je pense qu'avec cette dame... On a en direct professeur Fatoumata Binta Bambadjon Diallo. Bonjour, professeur. Bonjour, Yero. Bien, allez-y Alassane pour la première question. Voilà, une fierté, madame, pour nous, de savoir en plus que c'est une femme qui prend les rênes de cette institution. On a envie de comprendre avec ce 63e sommet qui va se clôturer, on parle de 1000 congressistes, et vous de votre côté, quel sentiment vous avez en dehors des 245 857 km² la Guinée, que cette valeur soit reconnue? Dites-nous un peu quel sentiment vous avez aussi aujourd'hui à partager. Merci beaucoup. Allô? Oui, vous êtes à l'antenne. Professeur, vous êtes à l'antenne. D'accord. Merci beaucoup. C'est un sentiment de fierté que je ressens aujourd'hui. Depuis
avant-hier. Il s'agit du Collège ouest-africain des chirurgiens. Ce collège regroupe tous ceux qui font de la chirurgie, minime soit-elle. Chirurgie des yeux, chirurgie des oreilles, chirurgie du nez, cardiovasculaire, chirurgie viscérale, chirurgie générale, traumatologie, orthopédie, chirurgie maxillofaciale, chirurgie, neurochirurgie, chirurgie pédiatrique, gynécologie obstétrique. Je parle de la gynécologie parce que hier est là, m'a fait là. D'accord. Donc, oui. Donc c'est tous ceux qui font cette chirurgie et ceux qui permettent que cette chirurgie se réalise. C'est en cela que nous avons les gens de l'imagerie, échographie, radiologie, et nous avons aussi les anesthésistes qui endorment pour que le geste se passe, mais aussi qui aident à réveiller le malade. Donc voilà, c'est ce monde qui constitue le Collège ouest-africain des chirurgiens. Il comprend 22 pays, dont le nôtre. L'institution existe depuis 1960, soit 63 ans d'existence. Et depuis cette période, la Guinée n'a jamais eu l'opportunité de diriger ce collège. Parmi les francophones qui ont eu l'opportunité, parce que les anglophones sont plus nombreux, donc ils viennent plusieurs fois, il y a eu 24 anglophones qui ont dirigé et 8 francophones qui ont dirigé. Parmi ces francophones, on a 2 fois le Sénégal, on a 2 fois la Côte d'Ivoire, on a le Cameroun, on a le Bénin. Oui, en tout cas, on a 8 présidents au niveau de ce collège-là. Donc, Bien. le Sénégal, comme j'ai dit, Côte d'Ivoire, Togo, Oui. Togo, Bien, professeur. Togo 2 fois. Oui, dites-nous, c'est quand même, vous avez dit, une vingtaine de pays. Qu'est-ce qui a joué en votre faveur? Peut-être, comment se fait cette élection? Qu'est-ce qui a joué en votre faveur pour que vous puissiez aujourd'hui prendre la tête de ce collège? Donc, alors, répondant à cette question, je pense que c'est l'investissement que j'ai fait au niveau de ce collège. Nous avons adhéré en 1994, mais depuis, j'ai suivi les activités de ce collège. J'ai été très souvent présente et les compétences requises, je les avais. Donc, je crois que c'est tout ça qui a joué en ma faveur, mais surtout tout ce que j'ai fait pour le collège ouest-africain, parce que c'était un vote. En Guinée, nous étions allés seulement 22 personnes, mais nous avons eu 315 votes contre 120 pour l'adversaire qui était là. Donc, je crois que c'est le fait même qu'au collège, je me suis investi. Nous nous sommes investis à un certain nombre quand même. Dès le départ, je salue, en fait, je pense au professeur Mamadou Saliou Diallo, qui est décédé, le professeur Nadi Daouda Kamara qui est décédé, mais le professeur Bobo est vivant, le professeur Mamadi Keïda, chirurgie pédiatrique, est vivant. Donc, c'est nous qui avons débuté. Mais nous avons beaucoup fait quand même au sein du collège. La Guinée est venue seulement en 1994, mais la Guinée a été active. La Guinée a été présente. La Guinée a été efficace au niveau du collège. Fatoumata Binta Bambadjon Diallo, elle est médecin, il faut le rappeler. Allez-y pour votre question. L'autre question que j'aimerais vous poser, puisque j'imagine que vous êtes au niveau du sommet, de ce 63e sommet de ce collège. On a envie le thème, c'est l'éducation et la formation. À ce niveau, on parle chirurgie. Vous avez donné tous les champs d'action en ce qui concerne ce collège. De substance, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce sommet-là pour l'Afrique de l'Ouest? Éducation et formation. Oui, c'est l'évolution. C'est l'évolution. C'est-à-dire le collège ouest-africain, pour nous les francophones, ils participent à nos examens. Il y a 3 semaines, on avait un membre du collège nigérian qui est venu pour la sortie de nos spécialistes de gynécologie obstétrique. Donc il y a un partenariat très serré et nous aussi nous assistons aux examens des anglophones. Donc, et les programmes sont revus
et on essaye d'harmoniser les programmes malgré la différence de langue. On réussit dans ce sens. Et on va renforcer cela. Et il y a les activités aussi, les activités pratiques de chirurgie. Par exemple, avant chaque conférence, on amène au niveau du pays qui organise des techniciens qui viennent opérer dans les régions rurales des pathologies assez compliquées. Nous avons organisé 2 fois ce forum. Nous l'avons organisé en 1919 et 2009. Nous avons organisé en 2009. Alors, les techniciens étaient venus et je me rappelle qu'ils avaient fait beaucoup d'activités chirurgicales. On avait des programmes en instance. Tous ces programmes ont été réglés. Donc, ce collège se réunit chaque année dans un pays. Donc, chaque année, le pays qui organise, il bénéficie de l'expérience des grands chirurgiens dans le domaine de la chirurgie. Et là, vous êtes au Togo. Vous êtes au Togo? On est au Togo, à Lomé. D'accord, Lomé. Ah, d'accord. Précisément à l'heure, là, je suis à l'aéroport. Bien, allez-y, Kapsa, pour votre question. Alors, professeur, je vous pose une question donc à 2 volets. La première, c'est de savoir quel sera donc l'impact du fait que vous soyez porté à la tête du Collège ouest-africain des chirurgiens sur la Guinée, mais au-delà de ça, à la tête de cette organisation. Quelle sera votre ligne de conduite, votre feuille de route? Quels sont les premiers chantiers auxquels vous allez donc vous attaquer? Oui, je vais œuvrer au renforcement des francophones, anglophones et lusophones. C'est les 3 qui constituent le Collège ouest-africain des chirurgiens. Au début de ma candidature, il y a eu des gens qui ont dit « Non, elle ne parle pas tellement anglais, elle prend de l'âge ». Il y a eu des choses, mais ce n'était pas des critères d'éligibilité. L'anglais, on a eu 4 postes présidents, 5 postes présidents francophones qui ne parlaient pas anglais. Moi, je comprends anglais, je le lis. C'est le parler peut-être qui n'est pas encore parfait et que je vais parfaire d'ici une année, Inch'Allah. Donc, les critères d'éligibilité comprennent en tout cas les 3 langues. Les anglophones, les francophones et les lusophones. C'est-à-dire qu'il faut parler au moins l'une des 3 langues, c'est cela? Il faut parler une des 3 langues. Donc, bien. Je vais renforcer la collaboration entre les lusophones, les francophones, les anglophones, mais aussi œuvrer à une participation plus grande de la Guinée, mon pays, au niveau de ce collège. Je vais œuvrer aussi pour ça. Et aussi nos programmes de formation, essayer de les renforcer, de les rendre plus crédibles encore en faisant participer et les anglophones et les lusophones qu'ils viennent. Nous n'avons rien à cacher. Nous sommes très en avance du point de vue formation en Afrique. Bien. Allez-y Emmanuel, pour votre question. Alors, je commencerai d'abord par dire félicitations à professeur. Moi, ma question, c'est de savoir, comparativement aux pays que vous côtoyez dans ce collège-là, les pays anglophones et lusophones, quelle idée pouvons-nous nous faire de la pratique de la chirurgie en Guinée, par exemple? Est-ce que c'est une pratique de la chirurgie qui répond aux normes internationales? Et qu'est-ce qu'il faut si... bon, vous répondez d'abord à cette question-là et on verra comment la rallonger. On a malheureusement perdu le professeur Fatoumata Binta Bambadjan Diallo, on le disait, médecin, chirurgienne. Elle a été donc portée à la tête du Collège ouest-africain des chirurgiens. On l'a écouté, on va essayer peut-être de la rappeler pour avoir plus d'informations sur cette actualité. Allez-y, Babila. Oui, c'est une fierté. C'est vraiment une fierté pour notre pays. La pratique de la chirurgie, je pense que c'est un domaine très complexe de la médecine. Et si on retrouve une dame à la tête d'une organisation à la taille de cette dernière, je pense que ça doit amener les débutants, n'est-ce pas, en médecine en République de Guinée à faire beaucoup plus dans le professionnalisme et pour
peut-être continuer à honorer notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que la faculté de médecine de Gamal est vieille de plus de 10 ans que la faculté de médecine de Rabat. Donc à l'époque de la Révolution, beaucoup de ces pays ouest-africains venaient, n'est-ce pas, prendre des cours de médecine ici en Guinée. Et même aujourd'hui, combien de nationalités africaines sont ici à Gamal pour... n'est-ce pas, prendre la médecine, pharmacie, odontostomatologie. Donc c'est pour encore une fois dire que la Guinée dispose encore de médecins qualifiés, de médecins à la taille justement de la mondialisation, dans la pratique justement de la profession. Ce qui manque et qu'il faut vraiment renforcer aujourd'hui, ce sont les équipements. Parce qu'aujourd'hui, malgré le fait que nous disposions, n'est-ce pas, de ces ressources humaines qualifiées, à chaque fois qu'il y a des cas compliqués qui se posent, tout de suite on passe à l'évacuation. On passe à l'évacuation. Tout près, soit à Dakar, au Maroc, en Tunisie, etc. Alors que nous avons suffisamment de main-d'œuvre qualifiée qui sont les maîtres pour ceux-là d'ailleurs qui nous reçoivent, soit à Dakar ou dans d'autres pays. Et donc, mais ils le disent même. Quand vous arrivez, ils vous disent: ah, mais pourquoi vous venez ici? Après, vous avez tel professeur dans telle spécialité que vous pouvez consulter là-bas sur place, mais vous venez ici. Ben, vous l'avez dit, équipement. Voilà, donc il faut investir dans ce domaine, il faut investir vraiment à renouveler les équipements qui sont là, parce que dans la plupart de nos structures hospitalières aujourd'hui, les équipements sont vraiment vieillissants, donc il faut les renouveler. Voilà, c'est important. Moi, j'avais voulu juste lui poser la question par rapport au mandat, n'est-ce pas, qui lui est confié, c'est-à-dire c'est quoi les activités qui sont ces obligations, et ça va prendre combien d'années. Et donc c'est ce que j'ai voulu savoir. Encore une fois, c'est un motif en tout cas de fierté et de réjouissance pour tous nous les Guinéens. Moi je voudrais juste ajouter, il faut dire que c'est quelque chose qui est à féliciter, surtout dans ce domaine, la médecine, pour ces professeurs-là qui s'illustrent dans ce domaine-là. Si vous prenez... Malheureusement, on n'arrive pas à la joindre. Malheureusement. Elle disait qu'elle était à l'aéroport. Si nous prenons scientifiquement dans ce pays-là, on se rend compte que les autres secteurs, quand je prends par exemple le droit, les sciences politiques, où on pourrait assister à certaines productions scientifiques, très souvent, c'est difficile d'en trouver. Par contre, dans le domaine de la médecine, on a constaté avec, je crois, le sommet du CAMES qui s'était tenu très récemment à Conakry du côté de Gamal. Il y a plein de professeurs de ce côté-là qui avaient été gratifiés, qui sont même parvenus à passer le concours d'agrégation, ce qui n'est pas très courant dans d'autres secteurs. Quand je prends le cas du droit, par exemple, jusqu'à présent, on n'a pas de professeurs agrégés du CAMES. Donc c'est pour dire qu'on a autant de fierté à savoir qu'il y a assez d'intellectuels guinéens qui, dans ces domaines qui sont considérés assez complexes, puisqu'on parle par exemple de la chirurgie, voir cette dame-là s'illustrer, c'est vraiment à féliciter. D'autant plus qu'aussi, il faut doter notre pays d'infrastructures, mais aussi d'équipements, comme le disait CAPS, parce qu'à la fin du compte, ça ne sert à rien d'avoir autant de compétences qui ne peuvent pas l'exercer. Et il y a d'autres même qui, si vous ne faites pas attention, s'ils ont d'autres opportunités ailleurs, c'est pour cela déjà on parle de fuite de cerveau, qui peuvent aller donner leur service où ils peuvent bien entendu l'exercer. Il y a cette information dont on parlait récemment, la France qui voudrait recruter par compétences, c'est-à-dire recruter des compétences de ce genre, et si possible leur donner la possibilité de s'installer en France. Imaginez si vous avez un certain niveau et que vous êtes recruté, qu'on vous donne la possibilité de vous installer avec votre famille, alors que le besoin se trouve plutôt par là, mais on vous met les moyens à votre disposition pour vous installer de ce côté. C'est comme très récemment en Italie. Parce que le projet était prévu à l'Assemblée. C'est comme en Italie dernièrement, où ils avaient fait face à une certaine pénurie pour ce qui est des médecins spécialistes de certaines pathologies. Ils étaient obligés d'aller puiser au Cuba.
Donc là-bas, il y a des médecins qui ont des compétences, qui ont des aptitudes, mais qui se retrouvent sans possibilité d'exercer leur travail. Donc quoi de mieux de trouver un autre lieu où ils peuvent s'épanouir. Et d'ailleurs, ce que je vais rajouter à ça, Madame Yoro, je sais, c'était pendant les vacances passées, je crois, on avait eu un autre médecin chirurgien ici qui nous révélait qu'il y avait aujourd'hui beaucoup plus de chirurgiens guinéens qui exercent dans la ville, en France, dans la ville de Paris, que de chirurgiens qui se trouvent ici en Guinée. Que la plupart, finalement, sortaient de la Guinée parce que les conditions de vie, les et de travail. vous imaginez qu'un chirurgien, quelqu'un qui a fait des hautes études, avec plusieurs années d'études, se retrouve avec un salaire se trouvant autour de 3 millions, à peine même s'il gagne moins de 3 millions. Si ce ne serait-ce que le salaire seulement cap, je te coupe pas la parole, c'est qu'en Guinée, non, en fait, on s'est toujours battu pour avoir le salaire de base. On oublie de manière générale les avantages liés à son travail. Ce ne serait-ce que ça, respecter cela. Un chirurgien de qualité ne peut pas courir à la fin de chaque mois à cause de 1 500 000, 2 millions. Mais si, dans son traitement, les avantages liés à son travail, il y a les allocations qu'on doit lui accorder, les allocations d'ordre social qui peuvent lui faire oublier un peu. Même le salaire de base lui-même, il doit être. Vous étiez récemment. Doit être consistant. Je suis dans une logique, peut-être qu'il marche sur mes mots, il va très vite en besoin. Non, je ne suis pas Charles, hein. Je ne suis pas Charles. Voilà. Tout doucement. En fait, ce que j'ai envie de révéler en dénonçant cela, c'est que non seulement ça favorise la fuite des cerveaux, mais au-delà de ça, ce que ça favorise également, ça met ces chirurgiens en général dans des postures et des conditions de pouvoir se mettre à leur propre compte, de créer leur propre clinique et à des moments d'orienter certains patients vers eux, et souvent en général ces patients n'ont pas forcément... À quel coût? À quel coût? Exactement, c'est ce que j'ai envie de dire. Ces gens n'ont pas forcément les moyens qu'il faut pour faire face à tout cela, et finalement c'est des difficultés. Et donc je pense que tout cela, c'est des invites aujourd'hui pour nos autorités de revoir les conditions de travail et les conditions de vie de ces personnes-là, parce que la réalité elle est telle. Le plus souvent, c'est pas que des gens qui sont en manque de formation, c'est pas des gens qui n'ont pas les compétences qu'il faut, mais souvent le manque de matériel, d'équipement, d'infrastructures font souvent qu'ils n'arrivent pas à mener à bien leur travail. Et ça, c'est des exemples qu'on connaît. Moi récemment, on a fait des examens ici pour un membre de la famille qu'on a amené à l'étranger, et ces mêmes examens, ils sont allés poursuivre et ils sont venus aux mêmes conclusions. Et finalement, et des fois même, ce qui a été surpris justement, c'est ce qu'il disait là-dedans. On le citait, mais ce monsieur-là, ce professeur qui était, mais il est guinéen, c'est lui, moi, qui m'a formé pour que je puisse faire ça. Comment se fait-il que vous le laissez là-bas pour venir ici? Mais la réponse, elle est vite faite. C'est parce que tout simplement, ces gens ne disposent pas des équipements. C'est comme récemment, j'étais à Dakar, j'ai échangé avec des médecins, des cardiologues. Quand tu parles du professeur Dadi Baldé, bah tiens, il te tire le chapeau, parce que il y a des personnes ici, on a des gens qui se démarquent. Des gens qui ont vraiment la formation requise et tout ce qu'il faut. Vous avez des professeurs, professeur Dadi, professeur Amara, vous avez professeur Hassan, il y a professeur Sissé, il y a plein de gens qui ont ces compétences-là et qui essaient du mieux qu'ils peuvent ils continuent d'exercer. Mais imaginez, il y a des gens plus jeunes, plus bouillants qui voudraient vraiment exercer dans les conditions requises. S'ils n'ont pas ce qu'il faut, ils préféreraient partir. Déjà, même et souvenez-vous, regardez par exemple le cas à l'intérieur du pays, ce qui se passe. C'est à cela que je voulais en venir, l'un des défis. C'est à cela que je voulais en venir, l'un des défis auxquels peut-être la professeure doit s'atteler aujourd'hui. Il faut emmener, n'est-ce pas, la corporation, les acteurs de la corporation, malheureusement, on n'arrive plus à la chirurgie, n'est-ce pas, à assainir leur domaine. Parce que tout récemment, on a du côté de Beila à Senko précisément, il y a un jeune médecin qui a opéré un vieux, finalement, qui a succombé à la suite, n'est-ce pas, de cette opération. Et ça se passe comme ça un peu partout à l'intérieur du pays, des jeunes sortant des écoles de santé qui se collent ce n'est pas pour te couper la parole. Il y a une certaine époque où c'était devenu comme une tradition. Chaque fois que vous vous rendez dans un poste de santé, vous dites que vous aviez des maux de ventre, on dit non, c'est de l'appendice. On fend votre ventre tout simplement. Automatiquement. Et donc c'est ce qui est arrivé. Ce médecin du côté de Senko, on le fend, c'est ce qu'on fait. Il a ouvert le ventre du vieux. Finalement, ça n'a pas donné, et aujourd'hui ce médecin il est en fuite. Le vieux a été évacué sur Zérékoré. Les médecins ont découvert que
il ne pouvait plus gérer la situation et finalement, mort s'en est suivi. Et donc, c'est un peu partout dans nos communautés villageoises, oui, ces pratiques-là. Parce qu'elle a parlé aussi de formation. Justement, la formation, c'est cela. Et même ce qui est très étonnant, je pense, il faut vraiment assainir ce domaine. Si on trouve des jeunes sortant des écoles de santé qui se font appeler chirurgiens dans les communautés villageoises, c'est très très dangereux. Il faut qu'il y ait des répliques par rapport à cela, parce que beaucoup de familles sont endeuillées. Ça ne justifie pas, certes, ce que dit Babila. Cependant, la nature a horreur du vide. Imaginez que vous êtes dans une telle localité avec des difficultés du genre. Ça ne justifie pas. J'ai commencé par dire que ça ne justifie pas ça. Mais déjà que ça ne justifie pas, il ne faut pas y aller. La nature a horreur du vide. Déjà que ça ne justifie pas. Pour pallier donc à ce fait-là, il faut justement qu'on puisse mettre les moyens qu'il faut, qu'on puisse envoyer les gens qu'il faut dans ces domaines-là. Sinon, encore une fois, c'est des pratiques comme ça qu'on ne cessera de voir. Donc, c'est une invite, encore une fois, pour dire au ministère, aux autorités en place, de pouvoir faire leur travail et de faire de sorte qu'on puisse avoir des spécialistes dans ces domaines à l'intérieur du pays. Mais avant cela, il faut mettre à disposition des infrastructures dignes de nom pour permettre justement à ce que les gens puissent recevoir les soins qu'il faut à l'intérieur. Sinon, en général, d'ici qu'ils n'arrivent sur Conakry, la distance, les difficultés, la pratique de la route, toutes les difficultés qui sont là, finalement, ce n'est que des cadavres qui arrivent du côté de Conakry. Comme tu l'as dit, ça ne justifie pas. Moi, je voudrais juste ajouter un élément, puisqu'elle était en train de mettre un accent particulier sur le secteur de la formation, qui sera l'un des piliers de sa mandature. Moi, je voudrais dire qu'il faut à la fois, pour ce qui est de la formation, allier théorie et pratique. Pourquoi je le dis, c'est que on est déjà habitué aux questions théoriques. Il y a tellement de professeurs qui officient dans les différentes universités. Ce serait bien qu'elles puissent mettre en avant dans sa mandature des mécanismes permettant à nos étudiants, par exemple, du côté de Gamal, de naviguer à la fois dans la théorie, mais aussi dans la pratique. Parce que si ceux qui font 5 ans, 6 ans, 7 ans ont eux-mêmes des difficultés à avoir ne serait-ce que des stages pour pouvoir exercer, pour pouvoir apprendre les rudiments du métier avant d'être véritablement en état d'exercer, ça crée problème. Jean-Luc Mélenchon le disait, que la théorie sans la pratique est inutile, mais la pratique sans la théorie est aveugle. Bien, on va essayer peut-être de continuer avec le professeur que nous avons pu finalement joindre. Professeur Binta, vous êtes là? Allô, professeur? Vous nous entendez? Malheureusement, Saloum, on n'arrive pas à la joindre. Voilà, donc voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire. On aurait bien aimé continuer le débat avec elle, mais les dieux de la téléphonie ne sont pas avec nous. L'émission continue dans un instant sur Espace TV.